Bonjour, on va continuer la 5e unité concernant l'immunologie. On a vu dans le premier chapitre le soi et le non-soi. Maintenant, dans le deuxième chapitre, on va voir quelles sont les réponses immunitaires. Comme introduction, bien que nous soyons en contact permanent avec d'innombrables germes de l'environnement, dont certains sont pathogènes, les infections que nous développons sont relativement rares. La raison est que notre organisme dispose de multiples moyens de défense dont l'ensemble constitue le système immunitaire. L'entrée des germes est d'abord limitée par des barrières biologiques naturelles, et si les germes franchissent ces barrières, des cellules immunitaires les reconnaissent comme des éléments étrangers du non-soi, les reconnaissent comme des éléments étrangers, c'est-à-dire du non-soi, et déclenchent des réactions immunitaires pour les éliminer. Grâce au système immunitaire, on peut guérir de diverses maladies infectieuses sans même avoir recours au traitement médical. Donc d'après ce texte, on peut se poser des questions, parmi lesquelles quels sont les différents types de défense de l'organisme. Donc chapitre 2, les moyens de défense immunitaire. Afin de lutter contre les perturbations causées par l'agression des agents pathogènes de l'environnement, l'organisme réagit selon deux modalités de défense, l'immunité non spécifique et l'immunité spécifique. Donc, on peut se poser deux questions dans ce cas-là. Quels sont les moyens de l'immunité non spécifique et quels sont les moyens de l'immunité spécifique? Nous, dans cette vidéo, on va commencer les moyens de l'immunité non spécifique pour voir ceux de l'immunité spécifique à la prochaine vidéo. Situation problème numéro 1. Notre organisme dispose d'une défense lui permettant en permanence de protéger la zone de contact de l'organisme avec le milieu extérieur et de s'opposer à la pénétration des microbes et à leur invasion. Donc notre corps est protégé contre toute agression du milieu extérieur. Cette défense est l'immunité non spécifique, c'est-à-dire qu'elle s'oppose à toutes sortes de microbes sans distinction, ou on l'appelle aussi défense naturelle, est assurée à la fois par les propriétés physico-chimiques des tissus et de certaines cellules immunitaires. Donc d'après ce texte aussi, on peut se poser des questions telles quels sont les moyens de l'immunité non spécifique et quelles sont les cellules immunitaires intervenant dans cette immunité. D'où le titre, l'immunité non spécifique et ses propriétés. Alors, comme première activité, les barrières naturelles. On estime à plus de 1000 le nombre de bactéries que nous hébergeons sur la peau et dans l'appareil digestif. L'organisme empêche leur pénétration en utilisant plusieurs moyens. La figure ci-dessous présente des barrières naturelles qui permettent à notre organisme d'interdire la pénétration des microbes du milieu extérieur. Comme question, sous forme de tableau, identifier les barrières naturelles de l'organisme et indiquer leur rôle dans la protection et classer ces barrières en barrières mécaniques, chimiques, biologiques et écologiques. Donc, comme d'habitude, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir un peu et trouver des réponses à ces questions. Alors, si on répond à la première question, identifier les barrières naturelles. Donc, lorsqu'on voit le corps humain, on voit bien sûr qu'il est limité par la peau, donc c'est la première barrière naturelle, et bien sûr il y a des orifices tels les narines, la bouche, les oreilles, les yeux, donc tous ces orifices doivent être protégés. Il y a les larmes, il y a les muqueuses, il y a le suc gastrique à l'intérieur du tube digestif, etc. Donc comme réponse, les barrières naturelles, les tissus en contact avec le milieu extérieur constituent une barrière physico-chimique permettant d'éviter la pénétration des microbes dans l'organisme, tels la peau, les muqueuses, les sécrétions, l'acidité du tube digestif et la flore bactérienne commensale. Pour la peau,
Elle constitue une barrière efficace, s'opposant à la pénétration des microbes et autres agents étrangers. Elle est imperméable à la plupart des agents infectieux. Non seulement il existe une couche cornée, c'est-à-dire au niveau de la peau, qui constitue une barrière mécanique efficace, mais de plus les sécrétions des glandes lacrymales sudoripares ont une acidité qui ralentit le développement de nombreuses bactéries. Les muqueuses qui recouvrent les cavités de l'organisme en contact avec l'extérieur, telles les muqueuses nasales, intestinales, pulmonaires, urogénitales, possèdent aussi les moyens de protection efficaces. La sécrétion abondante de mucus qui empêche l'adhésion des micro-organismes sur les cellules épithéliales est ce qui entraîne une grande partie des micro-organismes vers l'extérieur, c'est-à-dire elle les élimine par le mouvement ou les mouvements des cils et par la toux ou par les éternuements. Les sécrétions, ce sont des substances chimiques qui existent dans les différentes sécrétions, telles la sueur, le suc digestif, le sperme, larme, etc. Des activités enzymatiques et chimiques capables d'inactiver et de détruire les microbes. L'acidité du tube digestif, elle empêche aussi la multiplication bactérienne. Lorsqu'on mange, bien sûr, on mange des microbes aussi. Et ces microbes, bien sûr, vont être éliminés par l'acidité du tube digestif. La flore bactérienne commensale. Le terme commensal, vous devez retourner voir le cours du tronc commun concernant les relations biotiques, c'est-à-dire les relations entre les êtres vivants. Donc, de nombreuses bactéries sont normalement présentes sur la peau et les muqueuses des sujets sains et constituent des flores commensales, résidentes. Certaines d'entre elles participent activement à la protection de l'organisme en entrant en compétition pour la nourriture avec les agents pathogènes et en produisant des substances toxiques pour ceux-ci, flore intestinale, génitale ou cutanée. Alors, pour classer ces barrières, en fonction de ce terme, barrière mécanique, barrière chimique, barrière biologique et barrière écologique. Donc, si on voit la peau c'est une barrière mécanique. Les muqueuses, elles peuvent être des barrières chimiques. Les sécrétions aussi des barrières chimiques. L'acidité, barrière chimique, mais en relation avec notre corps, notre tube digestif. C'est pourquoi on parle de biologique. Et la flore bactérienne, donc elle peut être écologique puisqu'il y a une relation biotique entre êtres vivants. Donc ce tableau résume le classement des barrières naturelles. Physique, c'est-à-dire mécanique, il y a la peau et les muqueuses. Pour chimique, il y a bien sûr les substances chimiques, les enzymes, etc., qui se trouvent dans la sueur, le suc digestif, les spermes, les larmes, etc. Biologique, c'est l'acidité du tube digestif. Et écologique, c'est bien sûr la flore bactérienne commensale, où il y a bien sûr une rivalité entre les microbes et les bactéries commensales de notre corps. Activité numéro 2. Quelles sont les cellules immunitaires intervenant dans les réactions non spécifiques? Donc le document suivant présente des photos de quelques cellules immunitaires présentes dans les tissus et qui jouent un rôle de sentinelle immunitaire. Donc comme question, en comparant ces cellules, déterminer leurs caractéristiques. Donc on a ce qu'on appelle les macrophages, les cellules dendritiques, les mastocytes et les granulocytes. Vous voyez bien que ces cellules immunitaires n'ont pas la même forme, n'ont pas le même aspect. Donc bien sûr, elles ne peuvent pas avoir le même rôle. Donc elles ont des rôles différents. Donc les cellules sentinelles immunitaires présentes dans les tissus, tels les macrophages, les cellules dendritiques, les mastocytes et les granulocytes. Les macrophages sont des cellules qui résident dans les tissus de la plupart des organes. Ils présentent de nombreux replis membranaires mobiles et déformables. Ce sont de grosses cellules présentes dans tous les tissus de la plupart des organes, caractérisées par des replis membranaires appelés pseudopodes. Ils ont un rôle dans la phagocytose, c'est-à-dire ils phagocytent les éléments pathogènes et les débris cellulaires. Leur durée de vie peut durer plusieurs mois à des années. Les cellules dendritiques, ce sont des cellules immunitaires présentant des expansions. Vous voyez, il y a des expansions. Expansions cytoplasmiques appelées dendrites. C'est pourquoi on les appelle les cellules dendritiques. Et présentes dans l'ensemble des tissus de l'organisme, plus spécifiquement au niveau de l'épiderme et au niveau du thymus. On découvrira son rôle dans la prochaine vidéo, surtout celle au niveau du thymus. Les mastocytes.
Cellule granuleuse. Remarquez ici, cette cellule, il y a des granules, des petites vésicules à l'intérieur. Donc, une cellule granuleuse présente essentiellement dans les tissus conjonctifs et à proximité des vaisseaux sanguins et se caractérise par la présence dans son cytoplasme de très nombreuses granulations contenant des molécules appelées médiateurs chimiques comme l'histamine ou les prostaglandines. Son rôle, lorsqu'il est en contact avec un élément étranger, il dégranule, c'est-à-dire il libère ces médiateurs de façon très rapide par un mécanisme d'exocytose. C'est-à-dire lorsque cette cellule elle est en contact avec un élément étranger, elle se dégranule, c'est-à-dire elle va déverser le contenu de ce vésicule. Ce sont bien sûr des histamines ou des prostaglandines. Dans le milieu, on va voir quelles sont l'action de cette histamine. Les granulocytes, cellules qui circulent constamment dans le sang et entre les organes et les tissus lymphoïdes. Elles présentent un noyau plurilobé et un cytoplasme granuleux. On peut trouver ce qu'on appelle les basophiles, les neutrophiles ou ionosophiles. Donc cette figure-là présente une cellule appelée granulocyte grâce à l'aspect de son noyau qui est plurilobé. Non pas un seul noyau rond, comme celui-là par exemple, mais un noyau qui est plurilobé. Donc là, c'est un exemple de cellule immunitaire qu'on va voir bien sûr dans le cadre de la réponse immunitaire non spécifique. Activité numéro 3, réponse immunitaire non spécifique et ses effecteurs. Parfois, les barrières naturelles de l'organisme peuvent être franchies, soit accidentellement, blessures, brûlures, piqûres, etc., soit naturellement, à travers les ouvertures naturelles, par des corps étrangers. Dans ce cas, l'organisme met en jeu un système de défense interne, tel l'inflammation, et représente généralement le premier signe de l'infection. Il vise à modifier les caractéristiques du milieu et attaquer les germes agresseurs et est suivi d'une phagocytose. Pour comprendre cette réponse immunologique non spécifique, c'est-à-dire l'inflammation, on va étudier les documents suivants. Document 1. Un enfant se pique le doigt accidentellement et néglige de le soigner. Il constate que les alentours de la plaie deviennent rouges, chauds, gonflés et de plus en plus douloureux. C'est l'inflammation. Du pus se forme autour de la plaie. Les figures suivantes présentent des coupes au niveau de la zone de blessure. Donc vous voyez ici la rougeur dont on parle, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. La peau, la voilà, c'est différents tissus et on a ici un capillaire sanguin. Lorsqu'il y a piqûre, vous voyez, il y a ici entrée des microbes. Alors, remarquez la structure ou l'aspect des capillaires. Vous voyez, elle a été modifiée, elle s'est gonflée. Et bien sûr, il y a sorti de certaines cellules du capillaire vers ce milieu. Elles vont bien sûr attaquer les éléments étrangers. Donc, comme question, en exploitant les données de ces documents et votre expérience, par exemple une blessure, identifier et expliquer les signes de la réaction inflammatoire d'après le document 1 et vos connaissances. 1b. Comment les globules blancs arrivent-ils au foyer de l'infection d'après la figure 1b? C'est-à-dire les éléments sanguins qu'on a ici vont arriver au milieu de l'infection. C'est-à-dire on veut expliquer comment cela se produit. Donc vous avez le temps pour répondre. Essayez de chercher des réponses ou explications à ces questions. On répond à la première question, identifier et expliquer les signes de la réaction inflammatoire. Donc la réaction inflammatoire peut être une réponse immunitaire locale et rapide, quel que soit le facteur qui la déclenche. La réaction ou la réponse immunitaire se traduit toujours par 4 symptômes: la douleur, la rougeur, le gonflement et la chaleur au niveau de la zone infectée. Au niveau du tissu lésé, des cellules sentinelles, comme on a vu tout à l'heure, cellules dendritiques, macrophages et mastocytes, sont capables de détecter des agents pathogènes, c'est-à-dire un antigène, et libèrent par la suite un certain nombre de substances qualifiées de médiateurs chimiques de l'inflammation. Médiateurs chimiques de l'inflammation tels l'histamine ou la prostaglandine ou la TNF par exemple ou les chimiokinines. Parmi autres effets,
Ces médiateurs semblent provoquer une vasodilatation, c'est-à-dire dilatation des vaisseaux sanguins, c'est ce gonflement qu'on a vu ici, au niveau de la peau avec un afflux sanguin local, arrivée brusque et abondante de sang, ce qui cause une rougeur et une sensation de chaleur, ce qu'on voit ici. Une augmentation de la perméabilité vasculaire, qui permet une fuite du plasma dans les tissus et à l'origine d'un gonflement qu'on appelle œdème. C'est-à-dire au niveau de cette région infectée, on voit bien sûr qu'il y a un gonflement et qu'il y a comme de l'eau. C'est ce qu'on appelle œdème. Cette eau bien sûr provient du plasma. Et ceci, ce qui explique une augmentation de la perméabilité vasculaire, c'est-à-dire il devient perméable à la sortie du plasma. Une stimulation des terminaisons nerveuses, c'est-à-dire lorsqu'il y a cette augmentation ou ce gonflement, bien sûr, il va y avoir pression sur les terminaisons nerveuses, ce qui donne une sensation de douleur. Une stimulation des terminaisons nerveuses dans la zone concernée entraîne une sensation de la douleur. Un afflux de cellules immunitaires, c'est-à-dire vous voyez ici un afflux, une sortie des éléments ou des cellules immunitaires vers la partie infectée. C'est ce qu'on appelle un recrutement des phagocytes, qui peuvent être des macrophages et des granulocytes, depuis les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire nos capillaires, vers la zone lésée, et ce qu'on appelle la diapédèse. C'est-à-dire diapédèse, c'est la sortie de ces cellules sanguines, cellules immunitaires, du capillaire vers la zone infectée. Cette réaction inflammatoire locale rapide est un phénomène très utile à l'organisme qui vise à stopper généralement la prolifération microbienne en créant un milieu et des conditions non favorables à la dispersion et multiplication des microbes, et assure ainsi la guérison. Alors, comment les globules blancs arrivent-ils au niveau de la région lésée? Lorsqu'un agent infectieux est détecté au niveau d'un tissu, les cellules immunitaires résidents sécrètent des molécules chimiotactiques, des chimiokines, des histamines, des composants du complément et du PAF, Platelet Activating Factor, qui recrutent d'autres phagocytes sur le lieu d'infection. Vous voyez ici les molécules chimiotactiques. On parle de chimiotactisme, c'est-à-dire qu'il y a une substance qui attire, comme l'odeur, et nous attire lorsqu'elle est bonne. Donc on parle de chimiotactisme. Ce recrutement est séquentiel. Les granulocytes neutrophiles sont les premiers arrivés, suivis des monocytes, et qui se différencient alors en macrophages. Durant ce temps, les cellules dendritiques résidentes capturent les antigènes et migrent vers les organes lymphoïdes secondaires où ils présentent les antigènes issus de ces pathogènes ou lymphocytes. Donc cette partie-là, rappelez-vous de cette information pour la prochaine vidéo. On va comprendre cette dernière phrase ici dans la prochaine vidéo, lorsqu'on va voir les réponses spécifiques. Donc, en général, la sortie des cellules sanguines du capillaire vers la zone infectée, ça se fait bien sûr grâce à des médiateurs chimiques, c'est-à-dire grâce à ce qu'on appelle du chimiotactisme. Toujours l'activité numéro 3, on va maintenant au document numéro 2. Au foyer de l'infection maintenant. Et quelle que soit la nature de l'agent pathogène, il se produit entre les polynucléaires et les micro-organismes une véritable lutte pour la survie. Le polynucléaire englobe et ingère le microbe, c'est le phénomène de phagocytose. Vous voyez ici les étapes de la phagocytose. Donc là, on a le polynucléaire. Là, le microbe, la bactérie par exemple, et vous voyez ici que la bactérie a été ingérée et bien sûr a été dégradée et détruite. Comme question, exploitant toujours les données de ces documents, d'écrire les étapes de la phagocytose d'après le même document qu'on a. La phagocytose permet-elle toujours d'éliminer les microbes? Donc vous avez le temps pour répondre, bien sûr, comme toujours. Essayez de chercher des réponses valables.
Alors, comme réponse, la phagocytose est la capture, d'ingestion et la digestion des particules vivantes ou inertes pour les leucocytes spécialisés regroupés sous le nom de phagocytes. Les leucocytes, ce sont des cellules, les globules blancs. On les appelle aussi leucocytes. Et les globules blancs, bien sûr, ce sont les cellules immunitaires. Les phagocytes peuvent absorber des éléments étrangers ou anormaux, des débris cellulaires, des cellules cancéreuses, des cellules infectées par les virus, des complexes humains, etc. Il existe donc trois sortes de phagocytes: les granulocytes neutrophiles ou polynucléaires, les macrophages des tissus et les monocytes du sang. Donc ça, ce sont les trois cellules immunitaires qui jouent le rôle de phagocytes, c'est-à-dire la phagocytose. Vous voyez le document ici, on voit bien que la phagocytose se déroule en 4 étapes. 1, 2, 3, 4. La première étape, c'est l'adhésion, c'est-à-dire que la cellule phagocyte, c'est-à-dire la phagocyte, va adhérer la cellule ou l'élément pathogène. L'étape 1, l'adhérence de la cellule phagocytaire au pathogène est rendue possible par la reconnaissance des molécules communes à un grand nombre de pathogènes grâce à des récepteurs sur les cellules phagocytaires. C'est-à-dire au niveau des cellules phagocytaires, il y a des récepteurs qui peuvent reconnaître facilement les bactéries et ainsi il y a adhérence, ils se fixent à ces bactéries et les prennent. Étape numéro 2, ce qu'on appelle l'ingestion. L'ingestion, ça veut dire que ces bactéries vont être introduites à l'intérieur de la cellule. Donc, ingestion. Les antigènes sont ingérés par endocytose. Vous voyez ici, il y a formation de pseudopodes qui vont entourer les bactéries et ainsi former une vésicule qui entoure cette bactérie et sera à l'intérieur de la cellule du phagocyte, comme celle-ci par exemple. Donc, l'ingestion, les antigènes sont ingérés par endocytose grâce aux déformations cytoplasmiques du phagocyte appelé pseudopode dans des vésicules cytoplasmiques. Remarquez maintenant ces vésicules cytoplasmiques qui contiennent la bactérie. La cellule, grâce aux organismes nécessaires pour la fabrication ou la synthèse des enzymes, va fabriquer des enzymes nécessaires pour dégrader cette bactérie. Et là, bien sûr, vous voyez bien qu'il y a des versions des vésicules, des enzymes dans les vésicules et destruction de la bactérie. C'est ce qu'on appelle la digestion. La digestion, l'antigène est digéré au sein des vésicules, au sein des vacuoles digestives ou phagosomes, dans lesquels les vésicules golgiennes, lysosomes, les vésicules golgiennes, déversent des enzymes hydrolytiques jusqu'à sa disparition. Donc disparition de la bactérie. Et alors, après, les vésicules qu'on a ici, ou le vacuole de digestion ici, ils vont déverser leurs déchets, leur contenu vers l'extérieur par ce qu'on appelle une exocytose. Là, on a une endocytose, c'est-à-dire faire entrer, et là, on a une exocytose, c'est-à-dire sortir. Le rejet. Les déchets de la digestion sont expulsés hors du phagocyte par exocytose. Donc, la phagocytose se fait en 4 étapes: l'adhérence, l'ingestion, la digestion et le rejet. On nous demande maintenant si la phagocytose permet-elle toujours d'éliminer les microbes. On a ici, l'important, c'est d'avoir les enzymes nécessaires. Supposons que cette bactérie n'a pas les enzymes nécessaires, donc elle ne peut pas détruire cette bactérie. Donc il y a des cas. Si la phagocytose réussit, les bactéries sont digérées à l'intérieur des phagocytes. Mais il peut arriver que les phagocytes ne puissent digérer les bactéries par manque d'enzymes spécifiques ou que ces bactéries résistent à la phagocytose dite polynucléaire et peuvent se multiplier très rapidement et vont donc tendre à envahir l'organisme et c'est l'infection généralisée qu'on appelle aussi septicémie. Toujours concernant la troisième activité, on va voir maintenant le document numéro 3. Le système du complément. C'est un groupe de 25 protéines plasmatiques à synthèse hépatique. Inactifs, donc ces 25 protéines plasmatiques qui se trouvent dans le plasma sont inactifs, dont 9 sont les principales, notées de C1 à C9. Complément 1, complément 2, complément 3 jusqu'à C9, deviennent actives par des voies biochimiques appelées voies alternes, c'est-à-dire en contact des micro-organismes, et voie classique par l'immunité spécifique. On va la voir la prochaine vidéo.
L'activation de ces protéines par la voie alterne aboutit à la formation de la C3 convertase qui va entraîner le clivage en deux de C3 en C3A et C3B. De même, l'enzyme C5 convertase va cliver C5, c'est-à-dire le complément C5 en deux en C5A et C5B, et l'activation des autres compléments se poursuit. Les fragments actifs obtenus ont des rôles différents présentés dans les figures suivantes. C'est-à-dire que les compléments, ce sont des protéines plasmatiques stoffées dans le plasma. Et bien sûr, ils sont inactifs. Mais à la présence d'un microbe, ils deviennent actives. Leur activité est due à un clivage en deux. Chaque complément, C3 par exemple, va être clivé en deux, va être divisé en deux, en C3A, C3B. Le C5, C5A, C5B. Le C6, C6A, C6B, et ainsi de suite. On va obtenir des fragments. Les fragments qui vont être bien sûr actifs. Alors ces fragments actifs, bien sûr, ont des rôles différents. Et voilà leur rôle qu'on peut avoir ici. Donc un rôle dans l'attraction des cellules sanguines à partir du capillaire, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le chimiotactisme. Ils vont aider les phagocytes à phagocyter les bactéries, ou bien sûr former ce qu'on appelle un complexe d'attaque membranaire. Ces éléments-là, ce sont les compléments actifs. Ils vont s'assembler, vous voyez bien sûr, ils vont s'assembler au niveau de la membrane cytoplasmique du microbe ou de la bactérie pour former un cylindre. Ce cylindre, bien sûr, va donner un trou, et d'après ce trou, il va y avoir pénétration de l'eau et des sels minéraux, ce qui va induire l'explosion de la bactérie et ainsi la détruire. Donc, comme question, en exploitant les données de ces documents et votre expérience, toujours des blessures, déterminez les principaux rôles des compléments. Résumez le mécanisme de la réponse immunologique non spécifique en respectant la chronologie des événements. Donc, si on commence par la première question, vous avez le temps pour réfléchir un petit peu, essayer de trouver des réponses justes, et on va continuer le cours par répondre à la première question. Le système de compléments et leur rôle. Le complément, comme on a dit, est un ensemble d'une vingtaine de protéines plasmatiques inactives hors infection et qui sont activées en cascade, voie alterne, en contact d'antigènes portés par certains microbes ou en présence des anticorps, voire la voie classique qu'on va voir à la prochaine vidéo. Lors de la réaction inflammatoire, l'activation du complément entraîne l'attraction des phagocytes par chimiotactisme, attraction chimique, la facilitation, c'est-à-dire ils vont faciliter la phagocytose, et on parle de opsonisation, c'est-à-dire que le complément recouvre les bactéries et favorise ainsi leur adhésion aux récepteurs membranaires des phagocytes, c'est-à-dire ils vont faciliter la phagocytose. Autre rôle, d'autres protéines activées, comme on avait ici, du complément, d'autres protéines activées du complément ont une activité lytique, c'est-à-dire ils lisent, ils vont détruire. Il entraîne la perforation de la membrane ou de la paroi des agents infectieux et qui provoque leur mort par la formation d'un complexe d'attaque membranaire, en abréviation CAM, une sorte de canal qui se forme à leur surface. Vous voyez, ces protéines ou ces compléments activés vont s'assembler comme sorte d'un puzzle pour former un cylindre, c'est-à-dire réaliser un trou au niveau de la membrane et ainsi pénétration de l'eau qui entraîne l'explosion de cette cellule. On peut donc dire que les protéines du complément sont des effecteurs chimiques de la réponse immunitaire non spécifique. Remarquez ici, bien sûr, les trois rôles. Donc, ils peuvent bien sûr faciliter ce qu'on appelle la phagocytose, et là aussi, faciliter la phagocytose par un autre terme, activation de la réponse inflammatoire. En conclusion, l'immunité non spécifique ou innée
et l'ensemble des réactions intervenant rapidement dans de nombreuses situations potentiellement dangereuses. Les mécanismes mis en jeu localement constituent une première ligne de défense et leurs modes d'action sont invariables vis-à-vis de l'antigène, c'est-à-dire ne s'adaptent pas aux antigènes au cours du temps. Donc n'importe quel microbe ou n'importe quel antigène, on va voir les mêmes phénomènes. Les défenses immunitaires non spécifiques comportent divers niveaux. Les barrières naturelles, peau, muqueuse, glandes sécrétrices, jouent le premier rempart contre les agressions microbiennes. Si ce microbe pénètre, on va voir la réaction inflammatoire et l'intervention, c'est-à-dire la réaction inflammatoire intervient quand la barrière muco-cutanée est franchie. Elle fait intervenir des cascades d'événements, dilatation des vaisseaux sanguins, favorisant l'afflux des cellules sanguines, puis il mobilise des cellules polynucléaires, c'est-à-dire les phagocytes ou les macrophages, pour bien sûr réaliser ce qu'on a appelé la phagocytose. La phagocytose, c'est la base de la défense infectieuse, qui va normalement permettre de détruire l'agent infectieux grâce aux phagocytes. Si l'agent infectieux n'est pas détruit totalement, des fragments des pathogènes associés aux molécules de CMH seront présentés par des cellules sur place. Ces dernières peuvent se déplacer vers les ganglions lymphatiques les plus proches où ils participent au déclenchement de la réponse adaptative, c'est-à-dire la réponse spécifique qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Pour mieux comprendre, voyez ici une épine. Lorsqu'on pique quelqu'un, on franchit la peau, c'est-à-dire la première barrière. Et bien sûr, il y a dépôt de microbes. La présence des microbes va inciter les mastocytes, c'est-à-dire les cellules sentinelles, à répondre les substances chimiques telles l'histamine. Ce dernier, voyez, les mastocytes libèrent de l'histamine, tandis que les macrophages sécrètent des cytokines. Ces médiateurs chimiques provoquent la dilatation des capillaires avosinaux, c'est-à-dire ce capillaire qui a une forme qui est normale, en présence de ces substances chimiques, va se dilater. Voilà, va se dilater. Vous voyez, son épaisseur, elle est plus grande. Les capillaires se dilatent et deviennent plus perméables. Le liquide contenant des peptides antimicrobiennes peut ainsi entrer dans les tissus touchés, lésés. Les médiateurs chimiques libérés par les cellules immunitaires attirent les neutrophiles. Je m'explique. Donc, lorsqu'il y a dilatation, il y a sortie du plasma. Cette sortie du plasma, elle sort avec lui les éléments chimiques, c'est-à-dire les compléments, les protéines plasmatiques non actifs. Ces derniers, en présence de microbes, vont être activés. Et les éléments, les fragments activés qu'on a vus ont plusieurs différents rôles. D'après leur rôle, il y a le chimiotactisme. Donc, elles vont attirer les cellules phagocytaires au niveau de la région où se trouvent les microbes. À ce niveau-là, bien sûr, il va y avoir ce qu'on appelle la phagocytose pour détruire les microbes de cette région lésée ou infectée. Les granulocytes neutrophiles digèrent les agents pathogènes et les débris cellulaires au siège de la lésion, donc le tissu cicatrise. Voilà. En résumé, on a ici un antigène après franchissement des barrières naturelles. Ce qu'on peut avoir, les cellules sentinelles, les macrophages des mastocytes, libèrent des médiateurs chimiques responsables de l'inflammation. L'inflammation, c'est vasodilatation, gonflement, rougeur, etc. Donc tout ça, ça entraîne une modification du milieu, ce qui rend difficile pour les microbes de se multiplier ou de se disperser. En même temps, on a ici les compléments sanguins, c'est-à-dire les compléments plasmatiques. Ces compléments ont trois rôles. Soit chimiotactisme pour appeler, c'est-à-dire attirer les cellules phagocytaires vers la région lésée pour qu'il y ait phagocytose. De même, il y a ce qu'on appelle opsonisation, c'est-à-dire elles vont aider la phagocytose. Et bien sûr, ces compléments vont faire ou vont réaliser ce qu'on a appelé le CAM, c'est-à-dire le complexe d'attaque membranaire, et ainsi
participer à la destruction de ce microbe. Voilà donc les éléments des compléments. Activation des compléments. Ils ont 3 rôles. Voilà les 3 rôles. Soit ils vont attirer par diapithèse les éléments sanguines vers la région lésée, soit opsonalisation, c'est-à-dire aider les phagocytes à phagocyter les microbes, soit la CAM, c'est-à-dire ils vont eux-mêmes liser les microbes en fabriquant ce qu'on appelle CAM, c'est-à-dire le complexe d'attaque membranaire. À la prochaine vidéo concernant la réponse immunitaire spécifique.